Il peut arriver qu'on ait le profil psychologique d'un tueur ou d'un meurtrier. Mais il y a de nombreux exemples de terroristes, de guerriers, de tortionnaires, il y a même de nombreux exemples historiques où un grand nombre de personnes se mettent à commettre des actes d'une violence extrême et rien ne montre, aucune étude ni profil psychologique ne montre une personnalité particulière partagée par tous. Ça veut dire que dans certaines circonstances, des individus avec des personnalités ordinaires peuvent devenir violents. Au fond, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi? Mais pourquoi? Comment ça se fait? Mais comment ça se fait-ce? Pour tenter d'approcher partiellement ce phénomène, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une des plus célèbres et des plus mal comprises expériences de psychologie expérimentale qui a été faite à ce sujet dans les années 50 et 60. Je veux bien sûr parler de l'expérience de Stanley Milgram. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme Si. Quand les résultats de l'expérience de Milgram dans son livre « Soumission à l'autorité » sont sortis dans les années 70, ça a déclenché des polémiques immenses, et depuis, cette histoire n'a jamais cessé de fasciner. L'idée de Milgram, c'était de tester la force de la soumission à l'autorité par rapport à la voix de la conscience. Et pour cela, il a proposé un protocole expérimental où le sujet aurait à faire des actions qui rentrent progressivement en conflit avec sa conscience. Jusqu'où irait-il? Jusqu'où suivrait-il les instructions de l'expérimentateur, ici figure de l'autorité? L'idée était simple, on passe une annonce dans le journal, on propose pour 4 $ aux habitants de la ville de New Haven de participer à une expérience de psychologie expérimentale. 2 personnes arrivent au laboratoire de psychologie de l'université d'Yale, on fait un tirage au sort, et une des 2 sera le moniteur et l'autre sera l'élève. On leur explique alors que l'expérience, en fait, est là pour tester les effets de la punition dans l'apprentissage. L'idée c'est que le moniteur doit faire apprendre à l'élève des couples de mots, et ensuite lui faire réciter. À chaque fois qu'il se trompe, l'élève recevra de la part du moniteur un choc électrique d'intensité croissante. On installe l'élève sur un fauteuil, on lui attache les bras pour éviter tout mouvement désordonné et on lui place une électrode sur le bras. Ensuite, le moniteur va dans la pièce de l'expérience et il a face à lui un stimulateur de choc assez impressionnant où il y a 30 manettes qui s'échelonnent de 15 volts à 450 volts par palier de 15 volts. Comme vous pouvez le voir sur l'image, chaque palier de choc est associé à une mention qui qualifie le choc électrique, depuis léger jusqu'à extrêmement fort, puis dangereux, puis 3 mystérieuses petites croix autour de 450 volts. Quand l'élève répond correctement, le moniteur passe au couple de mots suivant. Quand il ne répond pas correctement, choc électrique d'intensité croissante à chaque erreur. Bien entendu, il y a un truc, le moniteur est un sujet absolument naïf, c'est lui le sujet de l'expérience, tandis que l'élève est un acteur qui va simuler le fait de recevoir des chocs électriques et le tirage au sort est bien entendu truqué. Au cours de l'expérience, si jamais le moniteur refuse d'administrer le choc électrique, il reçoit successivement 4 injonctions à chaque fois qu'il demande à arrêter. Continuez s'il vous plaît. L'expérience exige que vous continuiez. Il est absolument indispensable que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Si le moniteur refuse toujours de continuer après ces 4 injonctions à chaque fois qu'il demande à arrêter ou proteste, l'expérience s'arrête. Quant à l'élève, il a des réactions de plus en plus intenses au fur et à mesure que l'intensité des chocs augmente. À 75 volts, il gémit. À 120, il crie que c'est douloureux. À 135, il hurle. À 150, il implore qu'on le laisse partir. Les supplications redoublent à chaque choc et il demande avec insistance qu'on le libère. À 180 volts, il s'exclame qu'il ne peut plus le supporter. À 270 volts, il pousse un cri d'agonie. À 300 volts, il crie de façon désespérée qu'il ne fournira plus aucune réponse. À ce moment-là, si jamais le moniteur le demande, l'expérimentateur lui explique qu'il doit considérer tout silence de plus de 10 secondes comme une mauvaise réponse. À 315 volts, il pousse un dernier hurlement de douleur et à partir de 330 volts, on ne l'entend plus. Milgram a voulu avoir des prévisions de comportement, donc il a présenté son protocole expérimental un petit peu comme je viens de le faire, à un groupe de psychiatres, un groupe d'étudiants en psychologie et un groupe de gens ordinaires. Et il leur a posé 2 questions, à votre avis, quelle va être l'intensité du choc moyen que les gens vont recevoir et combien de pourcentage
de personnes vont aller jusqu'au bout de l'expérience. Pour les 3 groupes, il obtient une moyenne de choc administré de moins de 150 volts et 100% de taux de désobéissance, 100% des gens qui n'iraient pas jusqu'au bout de l'expérience. Youpi, tout va bien, les hommes sont naturellement bons, peu enclins à faire la violence, et les idées que nous avons sur nos frères humains nous laissent imaginer que personne n'ira jusqu'au bout de l'expérience, que personne n'administrera une telle violence à son prochain. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la réalité expérimentale a été très différente. Avant même de vous donner les résultats, je souligne que personne n'a refusé d'emblée de participer à l'expérience. Beaucoup de sujets de l'expérience ont subi un stress considérable, se sont montrés hostiles, ont protesté contre le sort qui était fait à la victime. Et malgré ça, ils ont continué. Malgré les plaintes, malgré les hurlements, la violence se poursuit. Et vraisemblablement pas à cause de tendances meurtrières, mais à cause du sens de l'engagement dans des situations d'autorité, en l'occurrence ici une autorité scientifique. Et donc dans l'expérience de base, la moyenne des chocs administrés est de 405 volts, et 65% des sujets vont jusqu'au bout de l'expérience, à peu près 2/3. Et c'est là qu'il y a un problème, puisque pour beaucoup de gens, l'expérience de 1000 grammes s'arrête là. Or, ça n'est pas ça l'intérêt de l'expérience de 1000 grammes. Si vous lisez son livre, vous verrez que l'intérêt, c'est d'avoir pu expliquer les choses à travers des variantes de l'expérience. Si on s'en tient à ce stade-là de l'expérience, on peut l'interpréter n'importe comment, et 1000 grammes s'est beaucoup élevé contre les interprétations abusives qui ont été faites de son expérience. Je voudrais donc un petit peu rendre justice à cette expérience et vous donner les informations qu'on tire des variantes de l'expérience. Parce que ce qui est important n'est pas de se dire que dans certaines circonstances, des individus ordinaires peuvent exercer de la violence, mais aussi de mieux comprendre quelles sont les circonstances dans lesquelles ça va survenir. Commençons par parler de ce qui ne change rien aux résultats. Par exemple, si on teste des sujets féminins, les résultats ne sont pas significativement différents. De même, si l'individu qui joue le rôle de l'élève déclare qu'il a une maladie cardiaque, ça ne change rien non plus. Les changements de locaux également n'ont pas changé entre des locaux d'une université et des locaux ordinaires en ville. D'autres facteurs, par contre, sont extrêmement déterminants. Le premier d'entre eux, c'est la proximité avec la victime. Dans l'expérience numéro 1, le moniteur et l'élève ne sont pas dans la même pièce. 405 volts, 65%. Dans la numéro 2, ils sont dans une pièce contiguë. 365 volts, 62,5%. Dans la numéro 3, ils sont dans la même pièce. 310 volts, 40%. Et dans l'expérience numéro 4, il faut carrément un contact physique pour que l'administration du choc ait lieu. 270 volts, 30%. La proximité avec l'expérimentateur est également un facteur déterminant. Par exemple, dans une des variantes, on fait sortir l'expérimentateur, donc la figure d'autorité, de la pièce. À ce moment-là, la désobéissance est plus grande et les chocs vont beaucoup moins loin. 270 volts, 20,5%. Il montre aussi l'importance de la notion de cohésion de l'autorité. Un des résultats les plus bas obtenus, c'est quand on met 2 acteurs expérimentateurs et que les deux donnent des ordres contradictoires. Dans ce cas-là, les chiffres sont très bas. 150 volts avec 0% d'obéissance jusqu'au bout à la consigne initiale. Et l'aspect peut-être le plus intéressant, c'est les effets de groupe. Si par exemple on fait venir plusieurs acteurs, avec un sujet naïf au milieu d'eux, et qu'on répartit avec un élève, et un groupe de moniteurs. Le premier moniteur, qui est un acteur, va lire les paires de mots. Le deuxième moniteur, qui est toujours un acteur, va dire si la réponse est juste ou fausse. Et le troisième moniteur, qui lui est le sujet de l'expérience, va appuyer sur le bouton. Eh bien, si le premier moniteur se rebelle à 150 volts et le deuxième se rebelle à 215 volts, à ce moment-là, on obtient des chiffres extrêmement différents pour le sujet naïf. 250 volts en moyenne, avec seulement 10% des élèves qui obéissent jusqu'au bout à la consigne initiale. A l'inverse, si on dilue les responsabilités, et où les autres acteurs ne se rebellent pas, et le sujet naïf est un parmi d'autres qui poursuit la consigne, à ce moment-là, on obtient les chiffres les plus hauts. 400 volts en moyenne, avec 92,5% d'obéissance. En tout cas, un truc qu'il est très important de battre en brèche, qui avait été objecté à 1000 grammes et qui apparemment est plutôt de l'ordre du bullshit, grosse connerie, n'importe quoi.
C'est l'argument qui a consisté à dire à Milgram que son expérience permettait de libérer enfin une agressivité contenue, de réveiller la bête qui sommeille en l'homme. Non, pas du tout. Quand on laisse le moniteur choisir lui-même le niveau de choc qu'il va administrer à l'élève, on obtient la moyenne la plus basse, à 80 volts, avec seulement 2,5% des sujets qui vont au bout de l'expérience. Non, parce que quand les résultats de l'expérience de Milgram sont sortis dans les années 70, on a vu des titres de journaux du genre « Nous sommes tous des tortionnaires, nous sommes tous des nazis ». Non, l'idée n'est pas là. Contrairement à un tortionnaire qui pourrait infliger de la torture par cruauté, par méchanceté, par volonté de nuire, ici, les sujets ont infligé de la violence parce qu'ils pensaient participer à une expérience scientifique qui leur paraissait être une cause juste. Milgram n'a pas montré que nous étions tous des barbares violents. Il a montré que l'obéissance à un ordre, aussi injuste, aussi immoral soit-il, dépend étroitement des conditions dans lesquelles il est donné. La clé n'est pas dans la psychologie individuelle, la clé est dans les facteurs qui influencent la psychologie de l'individu à un endroit donné, à un moment donné, dans des circonstances données. Une notion qui a influé sur Milgram, c'est la notion de banalité du mal de Hannah Arendt, philosophe, qui avait écrit notamment un livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem, où elle décrit le procès d'Adolf Eichmann, qui était un dignitaire nazi, qui a été jugé pour les crimes qu'il a commis, pour avoir organisé la filière des camps de concentration. Et ce qu'elle décrit dans son livre, c'est que Eichmann n'est pas un immonde barbare, mais plutôt une espèce de fonctionnaire zélé qui a fait son travail, très bien fait, trop bien fait son travail, aussi injuste et aussi immoral soit-il. Milgram a vu dans les résultats de son expérience une espèce de confirmation de la thèse d'Arendt. L'hypothèse étant que des comportements extrêmes peuvent être admis comme ordinaires, voire encouragés dans certaines circonstances sociales, historiques particulières. Nous ne sommes pas tous des tortionnaires, nous ne sommes pas tous des nazis ou des gens violents, mais dans certaines circonstances, nombreux sont ceux qui pourraient être amenés à produire des actes extrêmes. Vous faites peut-être le lien avec ces contextes où des individus nombreux et divers vont commettre des actes violents. Toutes les conditions décrites par les expériences de Milgram sont réunies. L'autorité est cohérente, elle a un message simple et clair. Les responsabilités sont diluées dans l'accomplissement d'un ordre et il y a une pression du groupe social à poursuivre l'action. La victime est distanciée, extrêmement distanciée par sa dévalorisation. Les personnes qui font usage de violence ne croient pas le faire par plaisir d'administrer de la violence, mais bien pour répondre à une cause noble et qui les dépasse. Et enfin, un facteur qui n'a pas pu être testé dans l'expérience de Milgram, c'est la différence entre ce lien très bref avec une autorité impersonnelle et un lien sur le plus long terme avec une autorité plus personnalisée. Deux petits éléments encore sur l'expérience de Milgram. Bien entendu, elle a été reproduite de multiples fois, dont une fois récemment en France à la télévision. Sans même avoir à regarder l'émission, vous doutez bien que ça ne pouvait que marcher. Évidemment, la télévision et les téléspectateurs que chacun suppose quand il est en train de tourner une émission de télévision ne font qu'ajouter à la pression sociale, à la peur d'être implicitement blâmé et au fait de devoir jouer le jeu. On recrée la pression du collectif qui peut même aller donc encore plus loin qu'un simple petit laboratoire de psychologie où personne ne vous regarde à part les expérimentateurs. Et puis le dernier point, c'est que quand même, quelles que soient les circonstances, il y a eu des individus qui se sont soumis à l'autorité et il y a toujours eu des personnes qui ont refusé de se soumettre. L'image de l'individu solitaire confronté à l'autorité est une image créée par l'expérience pour les besoins de l'investigation. Mais dans la réalité, si l'autorité est plus forte quand elle est cohérente et organisée en groupe, de même une résistance incarnée dans un système de relations sociales plus complexe, dans une action collective et pas dans un héroïsme individualiste, a plus de chances d'aboutir. Dans la réalité, c'est quand l'individu intègre ses actions dans une communauté plus élargie qu'il a des chances d'être plus efficace. Dans la préface à la deuxième édition française, Stanley Milgram a écrit « Pour une personne qui commet un acte immoral au bénéfice de l'autorité,
il en existe une autre qui refuse de se soumettre. C'est pourquoi ce livre n'a rien d'un traité politique, il n'est pas susceptible de provoquer une révolution, mais j'espère qu'il contribuera à éclairer la condition humaine. Et même si l'expérience de Milgram a plus de 50 ans maintenant, peut-être qu'il nous faut encore en entendre certaines leçons. Peut-être pour arrêter de faire comme si...